nous allons voir un autre chapitre, les fondations profondes. Voici les références que nous allons utiliser pour ce cours sur les fondations profondes. Le premier ouvrage qu'on va utiliser, c'est Géotechnique Fondations profondes et l'Université catholique de Louvain de Alain Oleman, 2007-2008. C'est un cours sur les fondations profondes qu'on va utiliser comme référence. Et ensuite, il y a le cours pratique de mécanique des sols, calcul des ouvrages, tome 2 de Coster et Singuera, 1983. Il y a la géotechnique 2, quatrième année génie climatique, INSA, département de génie civil 2015, qu'on va utiliser comme document de référence. C'est un cours également. Et les fondations profondes pour les bâtiments, norme française P11 212 DTU 13.2 1992. Un article sur les fondations profondes de Roger Franck, 1993. Et enfin, comme ouvrage de référence, c'est un syllabus géotechnique ouvrage tome 2, Université de Liège, de Robert Charlier, 2007-2008. Là, ce sont les documents de référence que nous allons utiliser dans le cadre de ce cours. Voici le plan pour ce chapitre sur les fondations profondes. Le mode de portance d'un pieu. Il existe deux principaux modes de fonctionnement d'un pieu. Le pieu peut résister à sa base. La charge que le pieu va recevoir en tête va se transmettre directement à sa base ou être flottant. Si c'est flottant, c'est-à-dire que on ne peut pas atteindre le bon sol. On va faire travailler les pieux en frottement latéral. La première situation se présente lorsque l'on rencontre sur la pointe de l'ouvrage à une profondeur bien définie. Donc, il faut, dans ce cas, atteindre le bon sol. Donc, la résistance va être à la base. La profondeur de pénétration de la base du puits dans la couche portante s'appelle parfois fiche. Dans le second cas, lorsque on a des puits flottants, c'est lorsque on ne peut pas atteindre le bon sol en profondeur. Si le sol est compressible à grande profondeur et qu'une couche résistante du sol ne peut être atteinte moyennant une longueur de puits réaliste, il vaut mieux faire travailler les puits au frottement latéral dans les couches de résistance faible à moyenne. De tels pieux sont appelés des pieux flottants. Voici un exemple de pieux résistant à la base et voici un exemple de pieux flottant où on voit que le sol résistant se trouve beaucoup plus en profondeur, on ne peut pas l'atteindre. Et en revanche ici, le sol résistant, on peut l'atteindre avec les pieux. Les deux modes de fonctionnement des pieux ne sont nullement exclusifs. Un pieu peut transmettre au sol la charge QU qui lui est appliquée en tête par combinaison de ces deux effets. Ainsi, le premier cas de la figure illustre un pieu portant exclusivement à la base. Voici le pieu portant exclusivement à la base où le QU reçu en tête du pieu va être égal à QP à la base du pieu. Là, on a une roche résistante, on a trouvé le bon sol. Le Q ici est égal au Q à la base. Ici, on a reçu une charge QU en tête, on a un frottement latéral. Là, le QU va être égal directement au frottement latéral parce qu'on n'a pas trouvé le bon sol. C'est le troisième cas. Et le deuxième cas, c'est une combinaison des deux modes de potence. Il y a un sol dense à ce niveau. Le pieu peut travailler en frottement latéral et également à la base. Et comment on va faire la distribution des charges d'un bâtiment sur les pieux. On peut avoir des pieux où la mobilisation se fait par effet de pointe. Ici, comme on a vu tout à l'heure, on a atteint le rocher. Ensuite, dans le deuxième cas, où la mobilisation par effet de pointe et par frottement latéral avec une zone d'ancrage. Et en troisième cas, la mobilisation du frottement latéral seulement. À ce moment-là, on ne peut pas atteindre le bon sol. Le bon terrain se trouve beaucoup plus en profondeur. On fait travailler le pieu par frottement latéral, utiliser des pieux flottants. Voici la couche d'ancrage. Dans le deuxième cas, c'est une couche de caractéristiques mécaniques favorables dans laquelle est arrêtée la base de la fondation. Toute charge appliquée en tête d'un pieu est reprise à l'équilibre statique par la base du pieu d'une part et par frottement le long du fût d'autre part. En particulier, la charge limite QT pouvant théoriquement être appliquée en tête du pieu est donc la somme de la charge limite à la base plus la charge limite reprise par frottement latéral. Le QT sur la tête du pieu va être égal à la somme de QS, QS est par frottement latéral, et QP par résistance à la base. Ici, on peut voir le même cheminement en termes de courbe de mobilisation de la réaction du sol. C'est pareil que les fondations superficielles. Vous avez l'évolution de la charge en fonction des tassements.
on peut voir que QT évolue. Il y a eu 3 zones qu'on sait voir, la zone linéaire où c'est élastique. Ensuite, il va y avoir la rupture. La résistance à la base va suivre la même forme. Il y a une zone linéaire et ensuite, on va trouver la rupture. En revanche, pour le frottement latéral, on va remarquer que tout va se faire dans les premiers mètres de profondeur. C'est maximal dans les 10 premiers mètres. La mobilisation en frottement latéral se fait beaucoup plus en surface. C'est à peu près la même équation. Ici, la charge limite d'un pieu QU est égale à QPU plus QSU. QPU est la charge limite de poinçonnement du sol sur la base du pieu. QSU, c'est charge limite de frottement entre fût du pieu et sol. Le fût, c'est ici, de manière latérale, qu'on va regarder le fût du pieu. Et ensuite, pour la base, c'est ici, à la base, qu'on peut analyser la charge qu'on va transmettre à sa base.